commencer, je vais juste faire une petite introduction. Je me présente, Célia Bouron-Daniel. Je fais partie du comité de programme d'OSXP pour cette année. Donc on est ravis de vous accueillir pour ce track spécial Open Science, sciences ouvertes. Donc on va avoir aujourd'hui un ensemble d'interventions. On va commencer par Julien sur R. On aura après Sébastien qui nous présentera une solution face à l'observation de l'image. On aura une petite pause après 20 minutes et on recommencera par 2 présentations et on finira ensuite à 16h par une dernière présentation avec Mathieu. Donc voilà, ce qu'on va faire là pour Julien, ça va être une quinzaine de minutes de présentation et 5 minutes de questions. Voilà, moi je suis juste responsable de tenir le temps. Et donc là, en français ou en anglais, c'est une préférence dans la salle. Français, c'est bien. Français, c'est bien. Français, ça convient tout le monde ? Ok. Bon, Julien, merci. Bon, merci beaucoup pour l'introduction. Alors, ouais, mon affiliation a un peu changé. J'ai un nouveau job maintenant. Je suis maître de conférence à l'université Lyon 3 maintenant, mais toujours en data science, en sciences des données. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de parler un peu de l'intérêt de R, qui peut sembler évident dans les sciences dures, mais qui l'est beaucoup moins dans les sciences sociales, pour justement d'un côté l'enseignement, mais aussi pour la recherche. Donc je vais commencer par présenter très rapidement ce qui se faisait avant, et ce qui se fait toujours maintenant d'ailleurs, en termes d'analyse de données, etc., en sciences sociales en France, mais a fortiori dans le monde entier. Là, on est sur une inertie organisationnelle vraiment assez systémique. Je vais commencer par un tout petit exemple. On retrouve souvent dans les vieux bouquins d'analyse de données qui sont réédités pour la 8e, 20e, 40e fois, j'en sais plus, beaucoup de reliquats, en fait. Donc en fait, on est vraiment dans une inertie. Donc les profs enseignent la façon dont ils ont été enseignés dans les années 80. Donc là, par exemple, c'est à gauche, vous avez une capture d'écran de ce que peut représenter une analyse en composantes principales, c'est-à-dire on a beaucoup de données quantitatives qu'on essaye de résumer sous forme de 2 axes, sous forme de 2 dimensions, etc. Donc c'est une analyse qui est très, très utilisée, très pratique, pour synthétiser des données quantitatives. Et donc, par exemple, ce qu'on retrouve, donc là, c'est une capture d'écran à droite d'SPSS, qui est le logiciel d'IBM le plus utilisé pour l'instant en sciences sociales, sur quelles options on peut avoir pour justement faire cette analyse de synthèse des informations quantitatives. Et donc, on a le reliquat, vous voyez, là, tout en bas qui est coché, KMO et Bartlett. En fait, ce sont 2 prétests qui permettent de savoir si on va potentiellement avoir un résultat. Okay, donc il faut se replacer dans les années 80, quand à l'époque les données c'était des cartes perforées, et que pour faire nos analyses, on allait dans une salle où il y avait un ordinateur qui prenait le 3/4 de cette salle par exemple. Et juste pour faire une ACP, donc une analyse en composantes principales comme ça, juste synthétiser des informations, ça pouvait prendre beaucoup d'heures, plusieurs heures. Et donc ce qu'on faisait généralement à l'époque, c'est une forme de pré-test. Donc 2 indices, l'indice de KMO ou le test de sphéricité de Bartlett. C'était des petits tests qui permettent de savoir si, potentiellement, au bout des peut-être 10 heures d'analyse, on allait avoir un résultat. Et donc, on l'avait au bout d'une demi-heure, ce pré-test, et donc ça permettait d'éviter de perdre du temps, etc. Sauf que maintenant, n'importe quel ordinateur, même vendu à 300 €, vous donne le résultat en 1 seconde. Donc, vous voyez, les professeurs enseignent toujours cette idée de, oui, il faut d'abord savoir si on va potentiellement avoir un résultat. Sauf que le résultat, on l'a en 1 demi-seconde maintenant. Donc, c'est un peu ça qui est contre lequel je milite, on va dire, dans les différentes institutions dans lesquelles je suis passé, de passer de bouquins qui sont complètement dépassés, avec des logiciels payants. Donc là, c'est SPSS, c'est un standard à l'université et personne ne l'utilise en entreprise. Donc moi qui suis plutôt en business school public, etc., je trouve que ça ne sert à rien que les impôts payent une licence que
les étudiants n'utiliseront plus jamais, à part pendant leurs études. Donc évidemment, il y a toujours l'offre d'appel à $100 par mois. Ils sont passés au format souscription d'ailleurs. On ne peut plus acheter des licences permanentes. Ou alors on faut les contacter directement, mais on voit déjà que là on va jusqu'à $5 000 par an, mais aussi une formule à $8 000 par an. Donc le problème de SPSS, et c'est bien qu'il y ait un problème, c'est que ça se casse la gueule d'un point de vue scientifique. Donc on le voit à droite sur les citations Google Scholar. Ce qui était la norme il y a à peine 10 ans, en 8 ans, ça a complètement chuté Enfin, on a divisé par 4 en fait, le nombre d'articles scientifiques qui utilisent SPSS. En termes juste maintenant de popularité, on va dire sur Google de manière générale, donc c'est à gauche, on voit que R est sur une pente ascendante. Là, il y a un petit décrochage en 2018, mais que SPSS continue de descendre, ce qui est une très bonne nouvelle selon moi. Et donc, on voit un peu sur le graphique en bas à droite, 3 petits points qui représentent JASP. JASP, en fait, c'est similaire à un logiciel que je vais vous présenter très rapidement après. C'est une interface graphique qui reprend toutes les analyses de base, comme le fait SPSS, les analyses statistiques, inférentielles, etc., mais qui fait tourner R derrière. Donc R, c'est un logiciel plutôt orienté statistique qui permet de faire des analyses de manière assez, on va dire, assez rapide et assez performante. Toujours dans une vision open source. Moi, je ne vais pas vous présenter JASP, je vais vous présenter très vite fait Jamovi. En gros, c'est la même interface, en fait, ils font la même chose, mais de manière parallèle. Et donc, après le passé, maintenant, on va voir vers quoi on doit se diriger. Donc là, je ne sais pas s'il y a des chercheurs ou des spécialistes en sciences des données dans la salle, mais à gauche, on a l'une des personnes les plus importantes pour la communauté, c'est Hadley Wickham, qui est à l'origine de beaucoup de packages sur R, dplyr, tout ce qui est dans le tidyverse. Tous les packages, les fonctions les plus utilisées dans R, c'est grâce à lui. Et notamment à RStudio, donc, qui est une société qui vend une interface pour faire tourner R, parce que R, c'est dégueulasse, si on télécharge juste le logiciel de base. On a juste une console. Donc, RStudio, c'est un IDE, un environnement de développement, qui est gratuit, mais qui propose des services payants si on veut travailler dans le cloud, etc. Mais c'est vraiment le standard, si on veut travailler sur R, c'est d'utiliser cette IDE-là, RStudio. Et aussi, au sein de RStudio, Hadley Wickham, il a développé R Markdown. R Markdown, en fait, c'est une façon de programmer qui mélange, on va dire, le traitement de texte avec le code dans un souci de reproductibilité. Et en fait, ce code, ce texte, etc., peut être exporté sous différents formats. Donc, comme on le voit en bas, ça peut être exporté en PDF avec LaTeX, ça peut être transformé en code HTML, vu que c'est basé sur du Markdown, qui, en passant par la .doc, peut devenir tel ou tel format en sortie. Donc l'intérêt, c'était vraiment ici de R Markdown d'analyser, de partager, parce que du coup, vous mettez du texte, de l'explication, des sorties, et vous les partagez avec les données. Et voilà un peu l'interface. Donc, en termes de reproductibilité, vous aurez à chaque fois le même code. Vous pourrez aussi mettre un environnement identique entre les différents ordinateurs, etc. Et donc là, vous voyez le code R Markdown, entre guillemets, à gauche, et à droite, la sortie HTML. Donc généralement, les data scientists, quand ils veulent partager leur code sur leur GitHub ou sur leur site personnel, ils utilisent juste le code HTML qui est généré sur la page de droite et ils l'uploadent. Donc c'est vraiment hyper efficace en termes de communication, de partage des connaissances. Et donc vous voyez, là, à gauche, c'est structuré un peu comme du LaTeX, pas se le cacher. On peut avoir du formatage avec des titres, des sous-titres, du gras, etc. Et en gris, on a tout ce qui est les petits bouts de code d'analyse, soit de texte, soit de données structurées, etc. Et on a ensuite la sortie. Vous voyez bien, après pour les couleurs Viridis, on a le résultat du petit bout de code qui est juste au-dessus. Donc ça permet vraiment, soit on vire tous les bouts de code, si jamais on veut juste avoir le texte explicatif et les outputs, suivant le niveau de l'audience, soit on peut vraiment laisser tous les bouts de code, comme par ici sur cet exemple-là.
Mais ça, c'est un peu avancé si jamais on veut parler à des étudiants en sciences sociales, etc. Moi, quand ils sont à niveau Bac+5, j'essaie de les amener là-dessus directement. Mais s'ils sont en licence, même M1, eh ben, moi, je les amène sur Jamovi, qui est un peu l'équivalent de JASP, hein, c'est la même chose. C'est une interface qui est très rapide, qui est modulaire, et qui fait tourner aussi R Markdown à droite. Donc, je vais passer sur un exemple, là, c'est un GIF. Donc SPSS, si jamais certains ont utilisé, c'est, on dirait, Terminator des années 80 qui sort avec des boutons dégueulasses, une interface affreuse, une lenteur, un manque d'ergonomie. C'est anti-utilisateur, en fait, SPSS. Et là, on est vraiment sur du dynamique. Donc, c'est-à-dire que ça génère automatiquement l'output, comme on le ferait sur R Markdown. Mais là, il suffit qu'on reclique sur l'analyse et hop, on revient sur nos paramètres d'origine. Et ensuite, on peut structurer à droite, comme sur un Markdown, avec des titres, des sous-titres et rédiger directement à l'intérieur du logiciel. Là aussi, on revient sur l'offre. Si on veut utiliser un peu R dans SPSS, il faut avoir au moins la licence à $1 300 par mois, sinon on ne peut pas... Enfin, voilà, en termes d'interopérabilité, Jamovi est vraiment fort. Et on peut aussi programmer directement en R dedans. À l'inverse, comme je parle d'interopérabilité, il y a un package Jamovi qui existe sur R. Donc si vous voulez utiliser simplement Jamovi sur R, il y a un package qui est spécifique. Donc là, on a parlé vraiment de différentes manières d'approcher la science des données. Donc oubliez tout ce qui va être logiciel fermé, vu que de toute façon, les étudiants, une fois en entreprise, ne vont plus travailler avec. Généralement, ils vont faire des tris croisés sur Excel bien dégueulasses. Mais si jamais on veut leur donner l'opportunité de faire un peu mieux que ce qu'on attend d'eux, ben, ils ne vont pas payer une licence juste pour faire une régression ou acheter XLStat, etc., par exemple. Donc, ils ont juste à télécharger Jamovi et en une seconde, ils ont les résultats, etc. Au-delà de ça, quand j'amène mes étudiants au niveau M2 sur de la programmation, j'essaie vraiment d'être plutôt sous le format boîte à outils. Et donc, au fur et à mesure, je commence à développer, enfin là, je vais vous présenter un exemple de package que je commence à développer, c'est de réduire pour les étudiants le code qu'ils auront eux-mêmes à écrire. Donc, en gros, j'encapsule le code qu'ils devaient copier-coller et qui, pour eux, était un peu source d'illisibilité en termes de quel est le flow vraiment des opérations que je mène dans mon Markdown. Et donc c'est pour ça que j'ai mis sur mon GitHub mon premier package récemment qui traite de tout ce qui va être modélisation par équation structurelle. Donc si certains sont familiers en sciences sociales, c'est une façon, on va dire, d'analyser des enquêtes avec un système de régression qui utilise deux modèles simultanément, un modèle de mesure, un modèle de structure, et ça permet d'étudier le fit de deux modèles en simultané et de voir comment un système de régression se comporte pour étudier la psychologie du consommateur, des employés, etc. L'idée aussi de ce partage et de cette contribution, c'est pas seulement pour l'enseignement, donc c'est-à-dire simplifier la vie de mes étudiants. Donc en gros, là sur une des fonctions de ce package-là, c'est résumer 200 lignes de code en juste une ligne de commande, en gros l'idée. C'est pas seulement pour l'enseignement que je fais ça, mais c'est aussi pour la recherche. J'ai envie d'aider mes collègues. Et donc, avant de passer sur le crâne, le crâne, en fait, c'est la marketplace de tous les packages R un peu officialisés. Mais ça demande beaucoup de temps et beaucoup de validation en amont, etc. Donc, pour l'instant, je lui attribue un DOI. Et donc là, on est sur une plateforme Zenodo, open source, qui est développée par des chercheurs du CERN. Les chercheurs du CERN, pour moi, ce sont vraiment des phares dans le monde de l'open source et dans la souveraineté des données. Je ne sais pas si vous avez ProtonMail chez vous. J'utilise ProtonMail, qui est fait par des anciens du CERN aussi. Et donc, le package, quand on le met sur GitHub, on peut lier son versioning à cette plateforme Zenodo qui va attribuer à chaque fois un DOI à toutes les versions du code. Comme ça, on est sûr qu'on peut reproduire le code avec le versioning tout en citant un DOI, parce que autrement, citer
Les repos sur GitHub, c'est assez compliqué et c'est vraiment pas pratique. Et on peut avoir aussi un DOI pour le package en entier sans le versioning, mais c'est moins recommandé, okay, en termes de reproductibilité des résultats. Et l'intérêt, c'est aussi du coup, d'aider les étudiants, d'aider les collègues, mais aussi que les collègues nous aident. Et donc là, c'est un échange de mails que j'ai fait avec le créateur du package sur lequel je construis. Je lui ai envoyé mon code et il m'a fait un retour 2 jours après sur la façon de l'améliorer, d'enlever les petites mauvaises pratiques que j'avais, etc. Donc vraiment, une fois qu'on se met au service de la communauté le rend bien, en fait. Ils sont très ouverts, très sympathiques et toujours prêts à aider. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très agréable quand on prend le temps de s'investir, parce que tout ça, c'est de la rémunération symbolique, hein. Moi, je ne suis pas payé pour faire ça, hein. Je suis juste payé pour donner cours, et même la recherche, dans l'enseignement public, je ne suis pas obligé de la faire. Et donc, une fois que ça s'est dit, faire des choses comme du développement open source, c'est même pas valorisé pour ma carrière, c'est même pas considéré comme de la recherche. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir un esprit de communauté, de récompense symbolique, de récompense sociale, etc. Et je trouve ce travail très valorisant. Donc voilà un peu, en 15 minutes, ce que j'avais à dire sur la façon d'enseigner la science des données à l'université, plutôt en sciences sociales. C'est d'arrêter tous les outils fermés, hein. Même Excel, c'est une horreur, SPSS, etc. On voit que ça ne devient même plus un standard pour les enseignants-chercheurs, sauf que les traces induites par SPSS se retrouvent toujours dans, on va présenter le KMO, le test de sphéricité de Berkeley, etc., vu que les profs ont été éduqués là-dessus. Donc, il y a un changement de logiciel, mais il n'y a pas un changement de paradigme encore. Donc, même si le logiciel se casse la gueule, le mindset, l'état d'esprit des enseignants est toujours un peu à la ramasse. Donc, c'est pour ça que dans chacune des organisations, par exemple, au début, j'étais à Toulouse. À Toulouse, on est passé de SPSS à Jamovi juste en une année pour plusieurs masters dans lesquels j'intervenais. Ça provoque des frictions, parce que certains ne savent utiliser que ça, alors qu'en vrai, Jamovi, c'est encore plus simple qu'SPSS. Donc, c'est vraiment du dialogue au quotidien. Et parfois, dire « on a fait avec ça, tant pis hop, », et on met devant, au pied du mur les gens. Et finalement, quand ils voient la qualité, les étudiants comprennent mieux ce qu'ils font, 2, ils le font mieux, et ils le font plus rapidement. Donc, j'arrive très rapidement à aller sur de la conceptualisation statistique très élevée, très rapidement. Donc, par exemple, en 12 heures, avec des M1, j'arrive à voir toutes les équations structurelles, ce qui demande généralement 30 heures à des étudiants en doctorat. Donc voilà, c'est l'idée vraiment de tout ce qui est open source avec vraiment orienté interface utilisateur, c'est d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin avec les étudiants et qu'ils aient beaucoup plus d'autonomie. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Et donc là, on a quelques minutes de questions, si jamais vous voulez échanger. AirShiny, en fait, pour l'instant, mes étudiants n'ont pas besoin de dashboard nécessairement, par exemple. En fait, c'est vraiment une question d'opportunité, de quoi ont besoin mes étudiants. Pour l'instant, ils ne sont pas très orientés dashboard. Si j'avais des étudiants en contrôle de gestion, par exemple, ce serait peut-être plus utile. Là, pour l'instant, ils sont plus en comportement du consommateur. J'essaie de les sortir des tris croisés pour tout ce qui est ressources humaines, etc. Mais AirShiny, pour l'instant, ce n'est pas l'audience, pour l'instant, je pense. Oui. Est-ce que vous constatez que Python gagne du terrain par rapport à R ces dernières années? Il y a de plus en plus de packages qui font ce que R faisait, plus les gens ont tendance à plus connaître Python que R, surtout avec les nouveaux programmes informatiques. Ouais. Au lycée, les gens vont arriver en connaissant Python. Est-ce que ça risque de changer tout cet écosystème? De toute façon, tout ce que R fait, Python le fait, et inversement, en fait. Donc, en fait, on peut utiliser TensorFlow, on peut utiliser PyTorch sur R aussi, pour tout ce qui est deep learning, notamment. Mais ça fait tourner Python derrière. Donc, en gros, ça rajoute une surcouche par rapport à des outils qui sont développés dans l'autre langage.
Après, moi, j'ai rien contre Python du tout. Je l'utilise aussi. Je trouve que c'est beaucoup plus simple à mettre en place R pour des étudiants qui n'ont aucun bagage scientifique, enfin en termes de programmation. Parce que Python est assez lourd. Bon, soit on utilise Google Colab et on peut y aller, mais comme j'aime bien qu'ils aient après aussi le logiciel sur leurs propres ordinateurs, qu'ils puissent le faire avec leurs propres performances, bah, installer Anaconda, Python, etc. Généralement, les étudiants, là, on les a perdus pour toujours. Mais ça dépend encore, parce qu'après, là, je vais donner cours en Python, mais à des étudiants qui sont déjà en post-Bac+5, qui auront déjà un bagage en statistique. Et donc, l'apprentissage de Python sera une couche supplémentaire, mais ce ne sera pas la base. Je pense que après, NumPy commence à gagner en légitimité, vu qu'ils ont leur papier dans Nature. Mais même au lycée, hein, le NSI, c'est assez minoritaire. Hein. Ensuite, quand on voit en CPGE, notamment scientifique, parce que moi, à l'origine, je suis ingénieur informatique, donc je regarde un peu l'évolution des contenus des programmes. Donc il y a une nouvelle filière qui est la filière MP2I, qui rajoute informatique. Là, Python, c'est pas non plus le programme dominant. Hein. On est sur du OCaml, on est très peu sur du Python au final. Hein. Donc, après, la façon dont Python est enseigné, c'est seulement presque de la visualisation des données, c'est tout. Au lycée, c'est une catastrophe. Python, ça sert à rien. C'est vraiment utiliser Matplotlib pour faire 2-3 graphes en physique et c'est tout. Hein. Donc en fait, on rajoute des choses qui sont inutiles, mais parce qu'au moins tous les profs peuvent se l'approprier. Mais au final, ça sert à rien. Autant utiliser Excel pour faire une droite de régression et un nuage de points, quoi. Donc je pense qu'il y a beaucoup un leurre de scientificité en utilisant un langage. Parce que moi, les étudiants qui veulent faire un test T ou une analyse statistique très simple et dont les profs se sentent obligés d'utiliser R avec R Commander, moi, ça m'énerve. Donc en fait, dans l'enseignement supérieur, en gestion en tout cas, il y a les deux... Ouais. Je finis juste cette question. Il y a deux types de mauvais profs. Les statisticiens et les incompétents. Enfin, les incompétents, c'est-à-dire ceux qui vont meubler leurs cours par des considérations qui n'ont aucun intérêt. Moi, je connais un prof qui a un complexe d'infériorité et qui commence son cours par l'épistémologie selon Kant. On est en statistique, on s'en fout. À l'opposé, on a les statisticiens. Donc moi, à Toulouse, je devais collaborer avec une de Toulouse School of Economics qui, elle, n'a aucune considération des implications statistiques, etc., qui est juste là pour décrire les formules. Et donc, on a aussi un décalage entre les attentes du public et le fait que les profs restent dans l'absence de pédagogie. Donc, il y a ces deux mauvais publics-là sur lesquels j'essaie de lutter au quotidien, et ceux qui forcent à utiliser Python, pour moi, font partie de ces gens-là. Voilà. Ouais, merci beaucoup.